17 septembre 879. Dans un château de Compiègne, un bébé voit le jour. Son père, Louis le Bègue, vient de mourir quelques mois plus tôt, laissant derrière lui un royaume déchiré par les invasions vikings et les querelles de pouvoir. Ce nouveau-né, c'est Charles, qui portera plus tard le surnom de Simple. Mais attention, ce mot ne signifie pas stupide. Il veut dire droit, honnête, quelqu'un qui dit les choses franchement. Sa mère, Adélaïde de Frioul, le regarde avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Ce petit prince a déjà 2 demi-frères, Louis III et Carloman II, nés du premier mariage de son père. Dans cette époque brutale, être le 3e héritier d'un royaume en guerre, c'est comme jouer à la roulette russe avec la couronne. Les grands seigneurs du royaume regardent ce bébé avec suspicion. Certains murmurent même que sa naissance est trop opportune, qu'il pourrait être illégitime. Pourquoi accepter un enfant quand on peut éliminer un rival potentiel? Dans les couloirs du palais, les complots se nouent déjà autour du berceau du futur roi. L'enfance de Charles se déroule dans une France qui ressemble à un puzzle géant dont les pièces ne cessent de bouger. Les Vikings remontent les fleuves avec leurs dracars, pillent, brûlent, repartent avec leur butin. Les seigneurs locaux profitent du chaos pour agrandir leur territoire. L'autorité royale, elle fond comme neige au soleil. En 882, coup de théâtre, Louis III meurt dans un accident de cheval. 3 ans plus tard, c'est au tour de Carloman II de disparaître lors d'une chasse aux sangliers. Voilà Charles, à peine 5 ans, seul héritier légitime du trône de France. Mais les grands du royaume n'en veulent pas. Un gamin de 5 ans pour diriger un royaume en guerre? Impensable. Il se tourne vers Charles le Gros, empereur d'Occident, l'oncle des défunts rois. L'homme a de l'expérience, des armées, de l'autorité. Sur le papier, c'est le choix logique. Dans la réalité, c'est une catastrophe annoncée. Charles le Gros s'avère incapable, maladif, indécis. Il préfère acheter la paix avec les Vikings plutôt que de les combattre, ce qui ne fait qu'encourager leur raid. Pendant ce temps, le petit Charles grandit dans l'ombre, sous la protection de l'archevêque Foulques de Reims. Il apprend à lire, à écrire, à manier l'épée, mais surtout à observer. Il voit comment son royaume s'effrite, comment les puissants se disputent les morceaux, comment l'incompétence peut détruire un empire en quelques années. En 887, Charles le Gros est déposé par ses propres nobles. L'empire de Charlemagne explose définitivement. Mais Charles, notre petit prince, n'a toujours que 8 ans, encore trop jeune pour régner. Les grands seigneurs cherchent un nouveau roi et leur regard se porte sur Eudes, comte de Paris, le héros qui a défendu la capitale contre les Vikings. Eudes, fils de Robert le Fort, c'est le parfait opposé de Charles. Là où l'un est un guerrier expérimenté de 33 ans, l'autre n'est qu'un garçon de 8 ans. Eudes a prouvé sa valeur en 885-886 en résistant au terrible siège de Paris par les Vikings. Pendant des mois, il a tenu tête aux dracars qui couvraient la Seine, repoussant assaut après assaut. Le 29 février 888, Eudes est élu roi des Francs occidentaux et couronné à Compiègne. Charles regarde probablement la cérémonie depuis un coin d'ombre, se demandant si son tour viendra un jour. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Eudes va commettre une erreur fatale. Sous-estimer la ténacité d'un enfant qui refuse d'abandonner ses droits. Car Charles grandit, et avec lui grandit sa détermination. Il a des soutiens, notamment l'archevêque de Reims et quelques nobles fidèles à la mémoire de son père. En 893, ses partisans passent à l'action. Charles, maintenant âgé de 14 ans, est couronné roi à Reims par l'archevêque Foulques. Voilà donc la France avec 2 rois. Eudes tient Paris et le nord, Charles contrôle Reims et l'est. S'ensuit une guerre civile particulièrement destructrice. Chaque camp cherche des alliés, promet des terres, achète des fidélités. Les Vikings, eux, observent et continuent leur pillage, profitant de cette division pour frapper les 2 royaumes rivaux. Cette guerre fratricide dure 5 ans. 5 années où la France se déchire pendant que les dracars remontent tranquillement les fleuves. Eudes vieillit, s'épuise dans des batailles sans fin contre un adversaire qui refuse de plier. Charles apprend la guerre, la diplomatie, la patience. Il comprend qu'un roi ne gagne pas seulement par la force, mais par l'intelligence politique. En 897,
quelque chose d'inattendu se produit. Eudes tombe malade, gravement malade. Il sent la mort approcher et prend une décision qui surprend tout le monde. Plutôt que de laisser la couronne à son frère Robert, il choisit de reconnaître Charles comme son successeur légitime. Geste de grandeur d'âme ou calcul politique pour éviter de nouveaux troubles? Peu importe, le résultat est là. Le 3 janvier 898, Eudes meurt. Charles, âgé de 18 ans, devient enfin roi de France sans contestation. Mais il hérite d'un royaume ravagé par 10 ans de guerre civile, avec des Vikings qui continuent leurs raids et des nobles locaux qui ont pris goût à l'indépendance. Charles monte sur le trône dans un royaume qui ressemble à un champ de bataille après l'orage. Les campagnes sont dévastées, les villes appauvries, l'autorité royale réduite à presque rien. Pire encore, il doit faire une concession majeure à Robert, frère du défunt Eudes. Il lui accorde la libre disposition des comtés neustriens, créant de fait une principauté quasi indépendante. Cette concession pourrait paraître comme un signe de faiblesse, mais Charles montre déjà son pragmatisme. Il préfère un rival apaisé à une guerre perpétuelle. Il a compris que gouverner, c'est parfois l'art du compromis, même quand cela vous coûte une partie de votre royaume. Les premiers défis ne tardent pas. Les Vikings n'ont pas attendu le changement de règne pour reprendre leurs activités. En 898, une nouvelle flotte remonte la Seine. Charles doit rapidement montrer qu'il n'est pas le roi faible que certains espèrent. Il mobilise ses forces, organise la défense, mais surtout, il réfléchit. Car Charles a une qualité rare chez les rois de son époque. Il observe, il analyse, il apprend de ses erreurs et de celles des autres. Il a vu Charles le Gros échouer en essayant d'acheter la paix sans jamais négocier de position de force. Il a vu Eudes s'épuiser dans des guerres défensives sans solution durable. Lui cherche une troisième voie. Sa stratégie devient claire: renforcer l'autorité royale en s'appuyant sur l'Église, moderniser l'administration et surtout trouver une solution définitive aux problèmes vikings. Mais pour cela, il va falloir attendre le bon moment, la bonne opportunité. En attendant, Charles travaille à restaurer son royaume. Il voyage beaucoup, rendant la justice, confirmant les privilèges des monastères, renouant le dialogue avec les grands seigneurs. Peu à peu, l'image du roi s'impose à nouveau dans un pays qui avait presque oublié ce que signifiait l'autorité royale. Mais Charles a une autre ambition, plus large: reconstituer l'empire de Charlemagne. En 907, il épouse Frédérune, une noble lotharingienne. Ce mariage n'est pas dicté par l'amour mais par la politique. La Lotharingie, cet ancien royaume du milieu coincé entre la France et l'Allemagne, pourrait être la clé de ses ambitions. Le pari fonctionne partiellement. En 911, à la mort de Louis l'Enfant, dernier roi carolingien de Francie orientale, les nobles lotharingiens choisissent Charles comme souverain. Voilà notre roi de France qui devient aussi roi de Lotharingie, réunissant sous sa couronne des territoires que les traités avaient séparés depuis 843. Mais ce succès diplomatique a un prix. Frédérune amène à la cour un de ses parents, le comte Aganon, qui devient rapidement le favori du roi. Cette proximité avec des nobles lotharingiens inquiète les grands seigneurs français qui voient d'un mauvais œil l'influence étrangère à la cour. 1911, c'est l'année pivot du règne de Charles. Tout se joue en quelques mois, et les décisions prises vont transformer non seulement la France, mais l'histoire européenne. Tout commence mal. Rollon, le chef viking qui s'est installé depuis des années à l'embouchure de la Seine, décide de tenter un grand coup. Avec ses guerriers danois et norvégiens, il remonte vers Paris. Ce n'est pas un simple raid de pillage, c'est une véritable campagne militaire visant à prendre la capitale du royaume. Les nobles français réagissent immédiatement. Robert de Neustrie, Eblemanzer de Poitiers, Richard de Bourgogne. Tous se coalisent contre la menace viking. Le 20 juillet 911, ils infligent une sévère défaite à Rollon, sous les murs de Chartres. Les Vikings battent en retraite, leur chef est blessé, son prestige entamé. C'est alors que Charles montre son génie politique. Alors que tous ses nobles veulent achever Rollon et ses hommes, lui voit plus loin. Cette défaite viking, c'est peut-être l'opportunité qu'il attendait depuis des années pour régler définitivement le problème scandinave. Car Charles a compris quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas saisi. On ne se débarrasse pas des Vikings en les combattant. Ils reviendront toujours avec de nouveaux chefs, de nouvelles flottes. Le seul moyen de les arrêter,
c'est de les transformer d'ennemis en alliés. L'idée paraît folle. Donner des terres aux Vikings? Les laisser s'installer en France? Mais Charles a étudié la question. Il sait que Rollon n'est pas un Viking ordinaire. Depuis son arrivée en France vers 897, ce chef norvégien s'est marié avec Poppa, fille d'un noble franc. Il a noué des liens avec l'aristocratie locale. Il cherche moins à détruire qu'à s'intégrer. Les négociations commencent par l'intermédiaire de Francon, archevêque de Rouen, qui connaît Rollon depuis son installation dans la région. L'homme d'église joue les médiateurs, expliquant à chaque camp les avantages d'un accord. Pour Charles, les bénéfices sont évidents. En échange de terres, Rollon devient son vassal et s'engage à protéger la France contre d'autres raids vikings. Au lieu d'avoir des ennemis à ses portes, il aura des alliés. Pour Rollon, c'est la chance de légitimer sa présence, d'obtenir un statut officiel et de fonder une dynastie durable. Mais convaincre les nobles français s'avère plus difficile. Robert de Neustrie, qui vient de vaincre les Vikings, ne comprend pas pourquoi le roi veut les récompenser. Les évêques s'inquiètent de voir des païens obtenir des terres chrétiennes. Charles doit user de toute sa persuasion pour faire accepter son plan. Automne 911. Deux armées se font face de part et d'autre de l'Epte, petite rivière qui sépare le territoire royal des terres tenues par Rollon. D'un côté, Charles le Simple avec ses grands seigneurs et ses évêques. De l'autre, Rollon et ses guerriers vikings, méfiants mais curieux. Le lieu de rencontre n'a pas été choisi au hasard. Saint-Clair-sur-Epte, petit village situé exactement à la frontière des deux zones d'influence. Symboliquement, c'est parfait. Chaque camp reste sur son territoire, personne ne perd la face. Les négociations durent plusieurs jours. Chaque clause est débattue, pesée, reformulée. Rollon veut obtenir le maximum de terres, Charles cherche les meilleures garanties. Finalement, un accord se dessine. Les termes du traité sont révolutionnaires pour l'époque. Charles concède à Rollon et à ses hommes toutes les terres situées entre l'Epte et la mer, soit grosso modo l'actuelle Haute-Normandie avec Rouen pour capitale. Mais ce n'est pas tout. Le roi ajoute des droits sur la Bretagne, bien qu'il ne soit pas souverain de cette région. En échange, Rollon s'engage sur plusieurs points cruciaux. Il doit se convertir au christianisme avec tous ses hommes. Il prêtera hommage au roi de France, devenant officiellement son vassal. Surtout, il s'engage à protéger le royaume contre toute nouvelle incursion viking et à empêcher d'autres flottes de remonter la Seine. Mais le moment le plus symbolique, c'est la cérémonie d'hommage. Selon la tradition franque, Rollon devrait s'agenouiller devant Charles et lui baiser le pied en signe de soumission. Problème, pour un chef viking habitué à ne courber l'échine devant personne, c'est impensable. La solution trouvée est créative. Rollon refuse de s'agenouiller, mais accepte qu'un de ses hommes le fasse à sa place. Le guerrier désigné s'avance vers Charles, se penche pour saisir le pied royal, mais au lieu de s'agenouiller, il soulève si haut la jambe du roi que celui-ci perd l'équilibre et tombe à la renverse. L'assistance retient son souffle. Va-t-on assister à un massacre? Mais Charles éclate de rire, imité par tous les présents, Vikings comme Francs. Ce rire scelle l'accord mieux que tous les serments. Il montre que le roi de France a de l'humour, qu'il ne se prend pas trop au sérieux et que cette alliance naissante repose sur un respect mutuel plutôt que sur une domination. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte vient d'être signé. La Normandie est née. La transformation de Rollon commence immédiatement. Dès 912, il reçoit le baptême à Rouen des mains de l'archevêque Francon. Il prend le nom chrétien de Robert, en hommage à Robert de Neustrie qui accepte d'être son parrain. Geste politique habile, en choisissant le plus puissant rival de Charles comme parrain, Rollon montre qu'il veut s'intégrer à l'aristocratie franque. Mais Rollon ne se contente pas de changer de religion. Il épouse également Gisèle, présentée comme fille de Charles le Simple, scellant ainsi définitivement l'alliance entre Vikings et Francs. Ce mariage, réel ou symbolique, marque l'entrée de la dynastie normande dans la famille royale française. Les premiers pas du nouveau duc de Normandie sont observés avec attention par toute l'Europe. Va-t-il respecter ses engagements? Ses guerriers vont-ils accepter cette mutation? La réponse ne tarde pas. Rollon s'avère un administrateur remarquable. Il commence par restaurer l'ordre dans ses nouveaux territoires. Depuis des décennies, la région vit dans l'insécurité permanente, ravagée par les raids successifs. Rollon établit une paix royale stricte. Selon les chroniques, il aurait même suspendu un bracelet d'or à un arbre en pleine forêt
pour prouver que les voleurs n'ont plus cours dans ces terres. Le bracelet y serait resté des années sans être dérobé. Cette restauration de la sécurité attire rapidement marchands et artisans. Rouen redevient un port prospère, les campagnes se repeuplent, l'économie redémarre. En quelques années, la Normandie naissante devient l'une des régions les plus riches du royaume de France. Rollon montre également un talent remarquable pour l'intégration. Ces guerriers vikings épousent des femmes franques, apprennent le français, adoptent les coutumes locales. En une génération, la distinction entre conquérants et conquis s'estompe. Les Normands deviennent des Français, avec un petit quelque chose en plus. Car ils gardent de leurs origines scandinaves certaines qualités précieuses, l'audace, l'esprit d'entreprise, l'ouverture sur le monde. Ces anciens vikings qui parcouraient sur les mers deviennent des seigneurs qui n'hésitent pas à partir à l'aventure, que ce soit vers l'Angleterre, l'Italie du Sud ou la Terre Sainte. Le respect du traité par Rollon dépasse même les espérances de Charles. Non seulement il protège la Seine contre d'autres flottes vikings, mais il aide activement le roi dans ses campagnes militaires. Quand des problèmes surgissent en Bretagne ou en Flandre, les guerriers normands sont là, fidèles à leur serment de vassalité. Cette réussite normande conforte Charles dans son choix politique. Il a transformé des ennemis redoutables en alliés précieux. Mieux encore, il a créé un État tampon qui protège le cœur du royaume tout en conservant une certaine autonomie. C'est de la haute politique, visionnaire et efficace. Encouragé par le succès du traité normand, Charles se tourne vers son autre grand projet, la reconquête de l'héritage carolingien. Avec la Lotharingie sous son contrôle depuis 911, il rêve de reconstituer l'empire de Charlemagne, ou du moins sa partie occidentale. Cette ambition semble réalisable. Charles contrôle maintenant un territoire qui s'étend de l'Atlantique au Rhin, de la Manche aux Pyrénées. Il a pacifié la menace viking, stabilisé ses relations avec les grands seigneurs, modernisé son administration. Sur le papier, il n'a jamais été aussi puissant. Mais cette expansion vers l'Est va créer des tensions inattendues. Les nobles français supportent mal que leur roi passe de plus en plus de temps en Lotharingie, entouré de conseillers étrangers. Le comte Aganon, cousin de la défunte reine Frédérune, devient particulièrement impopulaire. On l'accuse de manipuler le roi, de le détourner des affaires françaises. Ces critiques ne sont pas totalement injustifiées. Charles, séduit par les possibilités qu'offre la Lotharingie, néglige effectivement ses bases françaises. Il rêve de jouer dans la cour des grands, de rivaliser avec le roi de Germanie Henri l'Oiseleur, de restaurer la grandeur carolingienne. Noble ambition, mais qui lui fait perdre de vue les réalités françaises. En 917, la mort de Frédérune affaiblit encore sa position en Lotharingie. La reine n'a donné au roi que des filles, pas d'héritier mâle. Charles se remarie rapidement avec Eadgifu, fille du roi Édouard d'Angleterre, cherchant à la fois un fils et de nouveaux appuis diplomatiques. Ce remariage anglais inquiète les nobles français. Après les Lotharingiens, voilà que le roi se tourne vers les Anglo-Saxons. Où est passé le roi de France dans tout cela? Cette accumulation d'alliances étrangères donne l'impression que Charles délaisse son royaume originel au profit d'ambitions européennes. La situation se complique quand Henri l'Oiseleur, roi de Germanie, décide de reprendre la Lotharingie par la force. En 920, il envahit la région avec une puissante armée. Charles se retrouve dans une guerre qu'il n'a pas voulu, contre un adversaire qui dispose de moyens supérieurs. Cette guerre lotharingienne va se révéler fatale au règne de Charles. Non seulement elle épuise les ressources du royaume, mais elle éloigne définitivement le roi de ses bases françaises. Pendant qu'il se bat sur le Rhin, la révolte gronde en France. 1922. 24 ans après son accession au trône, Charles le Simple voit son royaume lui échapper. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'influence croissante d'Aganon, ce noble lotharingien que le roi a comblé d'honneur et de terres. Robert de Neustrie, frère du défunt roi Eudes, n'en peut plus. Cet homme qui avait accepté de parrainer Rollon, qui avait soutenu la politique normande de Charles, se dresse maintenant contre son suzerain. Avec lui se coalisent les plus grands seigneurs du royaume, Raoul de Bourgogne, Herbert de Vermandois, Hugues le Grand. Leur grief principal? Charles n'est plus le roi de France, mais un souverain cosmopolite qui privilégie ses intérêts lotharingiens.
L'homme qui avait si bien compris l'art du compromis lors du traité avec Rollon semble avoir perdu le sens des réalités françaises. Les révoltés ne s'embarrassent pas de négociations. Le 30 juin 922, ils déposent officiellement Charles et élisent Robert de Neustrie comme nouveau roi. Charles se retrouve brutalement roi déchu, contraint de fuir avec ses derniers fidèles. Mais l'ancien roi ne renonce pas. Avec l'aide de ses alliés lotharingiens et de quelques seigneurs restés fidèles, il lève une armée pour reconquérir son trône. Robert fait de même de son côté. La France replonge dans la guerre civile. Le 15 juin 923, près de Soissons, les deux armées se rencontrent. La bataille est terrible, indécise. Mais un événement change tout. Robert de Neustrie trouve la mort dans la mêlée. La victoire semble sourire à Charles. Hélas, cette victoire pyrrhique ne lui sert à rien. Les nobles révoltés, loin de se soumettre, élisent immédiatement un nouveau roi, Raoul de Bourgogne, gendre du défunt Robert. Charles a gagné une bataille mais perdu la guerre. Pire encore, Herbert de Vermandois, un des conjurés, tend un piège au roi déchu. Sous prétexte de négociation, il attire Charles dans un guet-apens et le fait prisonnier. L'ancien roi de France, celui qui avait créé la Normandie et régné sur la Lotharingie, finit ses jours dans les cachots de Péronne. 6 années de captivité s'écoulent. 6 années pendant lesquelles Charles vieillit, s'affaiblit, regrettant probablement ses erreurs politiques. Le 7 octobre 929, il meurt en prison, âgé de 50 ans. Sa mort passe presque inaperçue dans un royaume qu'il a oublié. Charles III le Simple meurt en prison, vaincu, humilié, apparemment échec total. Pourtant, avec le recul de l'histoire, ce roi controversé laisse un héritage considérable, bien plus important que celui de ses successeurs immédiats. Sa plus grande réussite, évidemment, c'est la création de la Normandie. En 929, quand Charles meurt, le duché fondé 18 ans plus tôt prospère sous Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon. Les Normands sont devenus de parfaits vassaux du roi de France, tout en conservant leur dynamisme d'origine. Cette Normandie va transformer l'histoire européenne. En 1066, Guillaume le Conquérant, arrière-arrière-petit-fils de Rollon, envahira l'Angleterre et fondera une dynastie qui régnera des siècles. Les Normands conquéreront aussi l'Italie du Sud, créeront le royaume de Sicile, participeront aux croisades. Tout cela découle de la décision prise par Charles en 911. Mais l'héritage de Charles ne se limite pas à la Normandie. Son fils Louis, né de son mariage avec la reine anglaise Eadjifou, régnera sur la France de 936 à 954 sous le nom de Louis IV d'Outre-mer. Malgré les vicissitudes politiques, la dynastie carolingienne continue. Plus subtil mais tout aussi important, Charles a inauguré une nouvelle façon de gouverner. Face aux défis de son époque, il a privilégié la négociation sur la force, l'intégration sur l'exclusion, le compromis sur l'affrontement. Cette méthode, si elle a échoué en Lotharingie, a brillamment réussi avec les Normands. Son approche du problème viking était révolutionnaire. Là où ses prédécesseurs voyaient seulement des barbares à combattre ou à acheter, lui a vu des hommes avec qui traiter d'égal à égal. Il a transformé des envahisseurs en immigrants, des ennemis en alliés. C'est de la grande politique, visionnaire et courageuse. Cette vision politique explique peut-être pourquoi Charles a échoué avec les nobles français. Habitué à négocier avec des Vikings et des Lotharingiens, il a sous-estimé la susceptibilité de ses propres vassaux. Il a cru pouvoir appliquer partout la même méthode du compromis sans voir que chaque situation demande une approche spécifique. Son surnom de simple prend ici tout son sens. Charles était effectivement simple au sens noble du terme, direct, honnête, sans détour. Mais cette simplicité, cette franchise, pouvait parfois paraître naïve dans le monde complexe de la politique médiévale. Si l'on devait juger Charles le Simple sur un seul acte de son règne, ce serait incontestablement le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Cette décision, critiquée par ses contemporains, incomprise par ses nobles, se révèle avec le temps comme un coup de génie politique. En 929, quand Charles meurt, la Normandie est déjà une puissance régionale respectée. Guillaume Longue-Épée a succédé à son père Rollon et poursuit l'œuvre d'intégration. Les Normands parlent français, pratiquent le christianisme, respectent les lois franques, tout en gardant leur tempérament aventureux.
Cette réussite normande valide rétrospectivement la stratégie de Charles. Plutôt que de s'épuiser dans des guerres sans fin contre des Vikings toujours plus nombreux, il a choisi de les transformer en partenaires. Au lieu de subir leurs raids, il a fait d'eux ses défenseurs. L'exemple normand influence d'ailleurs d'autres régions. En Angleterre, le roi Alfred le Grand et ses successeurs s'inspirent du modèle français pour intégrer les Vikings installés dans le Danelaw. En Russie, les princes varegs adoptent une stratégie similaire avec les populations slaves. Mais c'est bien en Normandie que l'expérience réussit le mieux. Cette province française va devenir un laboratoire politique où se mélangent traditions scandinaves et françaises pour créer quelque chose de nouveau. Les Normands développent un art de vivre original, une architecture remarquable, un système administratif efficace. Cette créativité normande n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement de la vision politique de Charles le Simple. En acceptant les Vikings comme partenaires plutôt que comme sujets, il a permis cette synthèse culturelle unique qui fait la richesse de la Normandie médiévale. Quand Guillaume le Conquérant débarque en Angleterre en 1066, 155 ans après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, il emporte avec lui cet héritage de Charles le Simple. La conquête normande de l'Angleterre, c'est l'aboutissement lointain de la politique d'intégration initiée par le roi Simple. Cette conquête transforme l'Europe. Les Normands apportent en Angleterre leur système féodal perfectionné, leur architecture révolutionnaire, leur administration efficace. Ils créent un royaume anglo-normand qui dominera l'Europe occidentale pendant 2 siècles. Tout cela remonte à cette décision prise en 911 par un roi français incompris de ses contemporains. L'histoire de Charles le Simple nous enseigne que la politique, c'est l'art du paradoxe. Ce roi apparemment faible a pris l'une des décisions les plus fortes de l'histoire française. Cet homme surnommé Simple a déployé une stratégie d'une subtilité remarquable. Ce souverain mort en prison a laissé un héritage plus durable que bien des empereurs glorieux. Sa méthode face aux Vikings révèle une intelligence politique rare. Là où d'autres voyaient un problème militaire, lui a vu une opportunité diplomatique. Au lieu de chercher à détruire ses ennemis, il les a transformés en alliés. Cette approche demandait un courage politique considérable. Combien de ses conseillers ont dû le traiter de fou quand il a proposé de donner des terres aux Vikings? Mais Charles avait compris quelque chose d'essentiel. Dans un monde en mutation, s'adapter vaut mieux que résister. Les Vikings étaient folles, ils ne repartiraient pas. Plutôt que de s'épuiser à les combattre éternellement, mieux valait les intégrer intelligemment. Cette vision pragmatique, presque moderne, tranche avec la mentalité de l'époque. Son échec en Lotharingie s'explique peut-être par l'excès de cette qualité. Habitué à négocier avec succès, Charles a cru pouvoir appliquer partout la même méthode. Il n'a pas vu que ces nobles Français avaient besoin d'être rassurés, choyés, associés à ses décisions. En se tournant vers l'Est, il a négligé ses bases occidentales. Cette erreur d'appréciation révèle les limites du personnage. Charles était visionnaire dans ses grandes orientations, mais parfois maladroit dans l'exécution quotidienne du pouvoir. Il savait voir loin, mais pas toujours bien près. Génie stratégique, il manquait parfois de finesse tactique. Avec le recul, Charles le Simple apparaît comme un précurseur. Son rêve de reconstituer l'empire de Charlemagne, d'unir la France et la Lotharingie, d'intégrer les populations diverses dans un ensemble cohérent, annonce les futures constructions européennes. Sa méthode, négocier plutôt que conquérir, intégrer plutôt qu'exclure, composer plutôt qu'imposer, préfigure l'art politique moderne. Dans un monde globalisé où les migrations et les mélanges culturels sont la règle, l'exemple normand garde sa pertinence. Charles a montré qu'on peut transformer des ennemis en partenaires, des destructeurs en constructeurs, des nomades en sédentaires. Cette alchimie politique, il l'a réussi avec les Vikings, quand tous ses contemporains la jugeaient impossible. Seul son manque de doigté avec les nobles français a gâché cette remarquable capacité d'innovation. Sa mort tragique ne doit pas occulter ses réussites. Quand il expire dans sa prison de Péronne en 929, Charles laisse derrière lui une France transformée. La menace viking appartient au passé. La Normandie prospère sous ses nouveaux maîtres. L'administration royale s'est modernisée. Les bases sont posées pour la renaissance capétienne qui suivra. Qui était vraiment Charles le Simple?
Les chroniques de l'époque nous le décrivent comme un homme de taille moyenne, au visage allongé, aux cheveux châtains. Plus intéressant que son physique, son caractère. Les témoignages convergent pour dépeindre un roi accessible, parlant facilement avec ses sujets, prenant le temps d'écouter les doléances. Cette simplicité de contact, cette absence de morgue royale, explique peut-être son surnom. Dans une époque où les rois cultivaient la distance et la majesté, Charles restait humain, direct, spontané. Qualité précieuse pour négocier avec des Vikings habitués à la démocratie guerrière, mais parfois mal perçue par des nobles français épris de protocole. Sa piété semble sincère sans être ostentatoire. Il fonde des monastères, confirme les privilèges ecclésiastiques, mais sans tomber dans la bigoterie. Son mariage avec une princesse anglaise protestante montre son pragmatisme. Même en religion, il privilégie l'efficacité politique sur l'orthodoxie pure. Ses échecs personnels, l'absence d'héritier mâle avec sa première épouse, les tensions avec ses nobles, sa capture finale, n'effacent pas ses qualités humaines. Charles apparaît comme un homme attachant, généreux, parfois naïf, toujours sincère dans ses convictions. Cette humanité explique probablement ses succès diplomatiques. Roland a accepté de traiter avec lui parce qu'il sentait chez ce roi une authenticité rare. Les nobles lotharingiens l'ont choisi comme souverain parce qu'ils percevaient sa bonne foi. Même ses ennemis français reconnaissèrent ses qualités personnelles. Pendant des siècles, Charles le Simple a été mal jugé par les historiens. Son surnom, mal compris, suggérait la bêtise. Sa fin tragique occultait ses réussites. Sa politique normande était vue comme une faiblesse plutôt que comme une innovation. Il a fallu attendre les recherches modernes pour réhabiliter ce roi complexe. Les historiens contemporains soulignent désormais son intelligence politique, son sens de l'innovation, sa capacité d'adaptation. Ils voient en lui moins un roi faible qu'un souverain en avance sur son temps. Cette réévaluation s'explique par notre meilleure compréhension de l'époque. Nous savons maintenant que les Vikings n'étaient pas seulement des barbares sanguinaires, mais aussi des commerçants habiles, des explorateurs audacieux, des administrateurs compétents. La décision de Charles de les intégrer apparaît donc moins scandaleuse, plus visionnaire. De même, nous comprenons mieux les défis de la construction européenne médiévale. L'ambition lotharingienne de Charles ne relève plus de la mégalomanie, mais d'une vision géopolitique cohérente. Son échec s'explique moins par ses erreurs que par les résistances de son époque. Cette révision historique fait justice à un roi longtemps méconnu. Charles le Simple mérite sa place parmi les grands souverains français, non pour ses conquêtes ou ses victoires, mais pour son intelligence politique et sa capacité d'innovation. Il a montré qu'un roi peut être grand par sa vision autant que par sa force. L'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Charles. Son héritage normand va continuer à faire sentir ses effets pendant des siècles. Guillaume Longue Épée, puis Richard Ier, puis Guillaume le Conquérant. Chaque génération de ducs normands confirme la justesse de la politique initiée en 911. Ces Normands gardent de leurs ancêtres vikings l'audace, l'esprit d'entreprise, l'ouverture sur le monde. Mais ils y ajoutent la culture française, l'art de gouverner, le raffinement architectural. Cette synthèse unique fait d'eux l'élite militaire et politique de leur époque. Quand ils conquièrent l'Angleterre en 1066, ils emportent avec eux tout cet héritage. La cathédrale de Durham, le château de Windsor, l'université d'Oxford. Autant de créations normandes qui témoignent de la richesse de cette culture métissée née du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Mais les Normands ne s'arrêtent pas à l'Angleterre. Ils conquièrent l'Italie du Sud, créent le royaume de Sicile, participent aux croisades, explorent la Méditerranée. Partout où ils passent, ils laissent leur marque, châteaux, cathédrales, institutions, lois. Cette expansion normande, c'est l'aboutissement de la vision de Charles le Simple. En transformant des Vikings en vassaux français, il a créé une force nouvelle qui va bouleverser l'Europe médiévale. Son génie politique continue à produire ses effets des siècles après sa mort. Au final, que nous enseigne l'histoire de Charles III le Simple? Que la politique, c'est l'art de transformer les problèmes en opportunités. Que l'intelligence peut triompher de la force. Que l'innovation vaut parfois mieux que la tradition. Ce roi simple a réussi là où tant d'autres ont échoué parce qu'il a osé penser différemment.
Face aux Vikings, il a choisi l'intégration plutôt que l'exclusion. Cette audace lui a coûté la compréhension de ses contemporains, mais elle a donné naissance à l'une des créations politiques les plus durables de l'histoire européenne. La Normandie de 2025 garde encore la trace de cette décision prise il y a plus de 1000 ans. Les noms de lieux, l'architecture, les traditions, tout rappelle cette extraordinaire synthèse entre culture scandinave et française. L'héritage de Charles le Simple est visible partout pour qui sait regarder. Son exemple garde sa valeur aujourd'hui. Dans un monde confronté aux migrations, aux chocs culturels, aux défis de l'intégration, la méthode de Charles reste pertinente. Elle montre qu'on peut transformer la diversité en richesse, les différences en complémentarité, les conflits en alliance. Charles III le Simple n'était peut-être pas le roi le plus glorieux de l'histoire de France. Il n'a conquis aucun empire, gagné aucune bataille décisive, laissé aucun monument grandiose. Mais il a fait quelque chose de plus rare et de plus précieux. Il a changé le cours de l'histoire par la seule force de son intelligence politique. Ce roi, pas si bête, qui a donné la Normandie aux Vikings, mérite d'être mieux connu. Son histoire nous rappelle que la grandeur politique ne se mesure pas toujours aux dimensions d'un territoire ou au nombre de victoires militaires. Parfois, elle tient dans une seule décision visionnaire qui transforme des ennemis en alliés et crée un avenir nouveau. En cette époque troublée où l'Europe cherche encore sa voie entre unité et diversité, l'exemple de Charles le Simple garde toute sa modernité. Il nous montre qu'un leader peut être grand non par ce qu'il détruit, mais par ce qu'il construit. Non par ceux qu'il exclut, mais par ceux qu'il intègre. Non par les murs qu'il élève, mais par les ponts qu'il lance vers l'avenir. Voilà l'héritage véritable de Charles III le Simple, avoir prouvé qu'avec de l'intelligence, du courage et un peu d'audace, on peut transformer l'histoire. Son traité avec Rollon n'était pas seulement un accord diplomatique, c'était un pari sur l'avenir. Un pari que l'histoire a largement validé,